Ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles, peut-être des gogoles. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Mais réveillez-vous! Tout est calculé! Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borne de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. C'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants, quoi. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Dans ce 8e épisode, Valérie, la cinquantaine, nous raconte comment le complotisme a mis fin à son mariage. Enseignante en Outre-mer, elle est mère de 3 enfants, nés de précédentes unions. En 2012, elle rencontre celui qui deviendra son mari et avec qui elle a cohabité pendant presque 8 ans. Mais en 2018, un événement vient chambouler sa vie de couple. On a vécu une vie très très complice dès le départ. Il m'a amené dans ses passions en fait, qui étaient la science, l'astronomie, la physique même. Et on a découvert aussi la passion du vin ensemble. Ça, c'était des choses qui nous rapprochaient beaucoup. On pouvait parler des heures entières. C'était vraiment quelque chose de récurrent et de fondateur en fait dans notre relation. Quand je l'ai rencontré, je pense que je me suis pliée un peu à sa manière de vivre, moins sociale que la mienne. C'est vrai que c'était pas quelqu'un. Il brillait en société par contre, parce qu'il a une rhétorique assez complexe. Il est très calme. Quand il parle, on l'écoute. Mais quelqu'un qui s'énerve jamais. Non seulement qui s'énerve pas, mais qui en plus ne sait pas gérer un conflit. On peut pas se disputer avec lui. En 2018, une rencontre fait basculer la vie de Valérie. Mais ça, elle ne s'en rendra compte que bien plus tard. On a été invités à un anniversaire et dans cet anniversaire, il y avait une personne qui avait l'air d'apprécier le vin. Et donc moi, je vais la voir et je lui dis « Ah, vous êtes œnologue, donc ça nous intéresserait si vous pouviez faire des dégustations de vin parce que tous les deux, c'est compliqué de boire plusieurs bouteilles. » Et donc, j'ai pas mal discuté avec lui et du coup, je l'ai présenté à mon mari. Ce gars-là nous a rappelé pour nous dire « Donnez rendez-vous pour une dégustation avec d'autres personnes ». Et au cours de cette dégustation, il nous a beaucoup parlé de ce qu'il faisait en énergétique. Donc en fait, c'était un maître praticien qui touchait à pas mal de choses en même temps, qui faisait des soins, qui faisait des stages. Et donc le public qui était là était déjà, il y avait nous, mais il y avait aussi des gens qui étaient déjà en formation avec lui et qui étaient intéressés par le vin. Donc on est parti et dans la voiture, voilà, on se met à papoter, à dire que ce gars est sympa mais complètement perché. Et voilà. Et 2 jours après, il me dit que voilà, il m'en a pas parlé, mais le soir même, il a extrêmement bien dormi. Lui qui fait sa nuit en 2-3 temps en fait. Il dort la nuit et puis après il fait des grosses siestes dans la journée. Non seulement il a très très bien dormi, mais il n'a plus aucune douleur dans le dos. C'était des douleurs récurrentes j'avais jamais su pourquoi en fait. Il n'y a pas de raison spécifique. Moi je trouve ça drôle et en même temps je me dis bon pourquoi pas, j'ai tout à y gagner socialement si tu dors mieux la nuit, si on peut faire plus de trucs dans la journée. Il veut savoir en fait ce qu'il a ressenti, d'où ça vient, voilà, toujours ce truc où il veut absolument toujours tout comprendre, il veut tout décortiquer, tout comprendre. Donc il va faire une formation de clair ressenti. Donc c'est une espèce de communication avec le subtil, voilà, c'est vraiment très spécifique de cet homme-là. Mais j'ai pas d'a priori au départ, je me dis bon, c'est rigolo. Et quand il est revenu, il était vraiment, il a eu l'impression de toucher l'énergie, voilà. Donc il m'explique et moi qui ai tellement confiance en lui et en sa rationalité. Oui, je rappelle, c'est quelqu'un qui lit Descartes, donc qui à chaque fois que je lui dis quelque chose, faut que je démontre les choses point par point. Vraiment, c'est comme une démonstration de géométrie. C'est s'il approuve, c'est qu'il y a quelque chose. Et du coup, il va embrayer sur tout le reste. Donc ça va être formation Reiki niveau 1, et puis après niveau 2. Le Reiki, on vous en a déjà parlé dans l'épisode 2, avec le témoignage de Stéphanie. C'est un soin énergétique d'origine japonaise qui est préconisé par ses adeptes pour soigner des troubles psychologiques. Une méthode non conventionnelle et donc pas reconnue par la communauté scientifique. L'univers du Reiki en France est d'ailleurs observé par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, aussi appelée Miviludes. Toutes les pratiques alternatives dont nous parle Valérie, souvent liées au courant New Age, sont une porte d'entrée courante vers le complotisme.
et parfois même vers certaines dérives sectaires. Puis entre-temps, il y a plein d'autres formations sur les chakras, Pendant toute l'année 2019, pendant 1 an, il fait beaucoup de week-ends formation. C'est pas tous les week-ends, mais il y en a pas mal. Il les fait toutes. Et lui, pendant ce temps-là, il commence à potasser plein de choses. Et comme il aime pas trop être sous l'autorité de quelqu'un, donc il commence à potasser de son côté et à faire une espèce de syncrétisme de plein de choses. Je décide de l'accompagner quand même quand je vois que ça prend de la place et que moi je touche aucune énergie. Donc je décide d'aller à une formation clair ressenti. Alors lui, celle qu'il avait fait, ils étaient 5. Là, je me retrouve avec un groupe de 30 personnes, bourrés de kinés, d'infirmiers. Enfin, pas du tout le profil que j'attendais. Et puis bon, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment, il nous fait faire des trucs, on s'allonge, il y a le gong, il y a tout ça. Déjeuner partagé, on est tous dans le cœur, enfin, des trucs... Évidemment, moi, j'arrive à rien faire. Je touche rien, je touche pas mes plans, mon plan ceci, mon plan cela. Donc, on vient me voir très gentiment. Lui, il était là. Heureusement qu'il était là parce que du coup, au bout d'un moment, il vient à ma rescousse à chaque fois. Et donc, il y a ce côté où on nous demande à chaque fois un par un si on a bien suivi. Alors, évidemment, moi, je suis la dernière et quand ils répondent tous oui, vous n'osez pas répondre non. Alors, je suis là, oui. Et là, je me dis, waouh! Mais quel truc, quelle supercherie. Et voilà, et donc j'y retourne plus, quoi. Puis lui, il continue. Il m'a dit, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Moi, je prends ce qu'il y a à prendre, ces petits dragons, ces petits machins, voilà. Il me dit, fais-moi confiance, je prends ce qu'il y a à prendre. Je me dis, bon, mieux dormir, être dans le cœur, avoir une hygiène de vie, ça lui fera pas de mal. Son mari a aussi commencé à manier le pendule, ce qui a rendu Valérie suspicieuse. Dans ce cas-là, on parle de pendule divinatoire. Il s'agit d'une petite masse en forme de cône ou de sphère, suspendue à un fil, tenue par la personne pratiquante. L'idée est de le faire osciller, et les mouvements involontaires sont censés traduire les énergies de notre inconscient. En général, c'est une pratique qui est censée permettre d'avoir les réponses à des questions en suspens, ou de communiquer avec les esprits. Et là, ça a pris des proportions, là, ça a commencé à m'inquiéter un peu, parce qu'il y passait un temps fou. Et puis, notre temps aussi. Dans les soirées, on n'en avait pas, on allait au restaurant... très souvent, et là, il y avait des cours. Il y a eu des conflits là-dessus, en fait. Pas sur ce qu'il faisait, mais sur le temps que ça prenait. Et donc, évidemment, il a pensé que j'étais contre. Donc, il y a eu un rapport d'autorité tout de suite que non, tu peux pas décider pour moi, t'es pas ma mère. Donc, du coup, vous fermez votre bouche parce que vous comprenez pas trop. Et puis, en même temps, il a commencé à ne plus écouter les émissions qu'on écoutait ensemble. Donc, on parlait beaucoup de la Terre au carré. Il écoutait plus. On avait plus de plus en plus, on avait plus de choses en commun. Plus le mari de Valérie fait des recherches, plus il va loin. Il tombe alors dans le récentisme, aussi appelé nouvelle chronologie, un courant complotiste qui relève de la pseudo-histoire. Popularisé par un mathématicien russe dans les années 1980, cette théorie laisse penser que l'histoire, telle qu'on la connaît, a été inventée de toutes pièces, qu'elle ne commencerait en réalité qu'autour de l'an 1000. Son créateur est convaincu que toute l'histoire de la Grèce, de Rome, de l'Égypte ou de la Chine, à l'époque de l'Antiquité, est basée sur des réécritures d'événements qui se seraient déroulés bien plus tard. Sans surprise, ces évolutions créent des tensions au sein du couple. On l'avait prévenu, de toute façon on les prévient toujours dans ces genres de formations que dans la famille il va y avoir des problèmes. Donc ils sont presque formatés pour cette prochaine engueulade et qu'en fait c'est normal. On s'est engueulé assez fort, la seule fois d'ailleurs, fort. Et il en a fait part à son formateur là, son maître Reiki, là, qui lui a dit non, mais tout ça, c'est normal, voilà. Et du coup, il est revenu, il s'est excusé auprès de moi. Il m'a dit, excuse-moi, c'était normal, ça, il y a je ne sais plus ce qu'il avait sorti. Donc moi, ça m'avait calmé. Tout est anticipé par rapport à la famille, on leur dit que ça va faire, que ça risque de faire des dégâts aussi, qu'on peut les freiner. En fait, tout est là ça m'avait interpellée moi aussi quand j'ai fait la petite formation d'une journée. Ils nous disaient que parfois les couples s'entendent plus, qu'on va être freiné, que ceci, que cela. Et je dis waouh. Voilà, puis on se dit bon, de toute façon, vous en parlez à droite à gauche et tout le monde a l'air un peu. Vous vous rendez compte que tout le monde autour de vous a touché de près ou de loin à ces trucs-là, aux pierres, au féminin sacré. En fait, ça commence à faire son... Donc vous dites, mais il n'y a que moi, en fait, qui connais ces trucs-là. Donc, vous vous rassurez comme ça. Et en même temps, fin 2019, il commence à beaucoup me parler de la politique américaine et de Trump.
Et là, ça revient souvent sur le tapis. Et alors, on n'est pas des spécialistes de politique américaine du tout. Et donc, on a tous un peu cette image de Trump, taré, tout ça, mégalo. Et je comprends pas. Je comprends pas et je me dis que c'est quelqu'un qui aime bien provoquer les discussions et que du coup, comme il a un petit peu changé son regard sur le monde et qu'il a envie d'un grand bouleversement, tout ça, qu'il se dit que si Trump y passe, ça va foutre un gros bordel et que c'est dans cet état d'esprit que je pense. Jusqu'au jour où mon fils lui dit mais pourquoi tu t'es pour Trump et tout? Et là, je réponds à sa place tout de suite et je lui dis non mais c'est parce qu'en fait, tu sais... c'est parce qu'il pense que s'il y a Trump, ça va être tellement le chaos que ça va lui plaire ce côté où on va tout refaire. Parce qu'il y a tellement de trucs qui vont pas. Et là, il me regarde, il me fait pas du tout. Et on va pas plus loin. Je sentais que je sentais qu'on pouvait plus, pas du tout. L'année 2020 arrive et avec ça, le Covid et le confinement. Sans surprise, le mari de Valérie s'enfonce encore plus dans ses croyances. Je crois que pendant 1 an, il a défait toutes ses fondations, toute sa structure, sa personnalité, en pensant qu'il s'est réparé, en pensant qu'il avait plein de pouvoirs, il a découvert un autre truc. Et quand le confinement arrive, vous me rappellerez toujours ce jour-là. Quand on entend qu'il va y avoir confinement, on entend les paroles de Macron. Je suis dans le jardin en train de jardiner. Nous sommes en guerre. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Et là, je pense que chez lui, ça a dû être physique. Cette ordonnance de vous rester chez vous, je l'ai compris après, c'est de l'autorité pure pour lui. Et là, il y a une vraie, là, il se dit, il y a un truc qui va pas. Il part dans un espèce de combat 18-19 heures par jour sur écran. Moi, je me doutais pas d'où il allait. Je pensais toujours qu'on était dans les mêmes, voilà. Et à partir en juin 2020. Il demande à la personne qui l'a formé, donc l'œnologue, où est-ce qu'il prend toutes ces infos? Parce que lui, il en profite à tous ses stages à dire qu'il va se passer des choses, qu'il y a des trucs qui vont arriver, que c'est très grave et tout. Et donc là, le gars lui parle de QAnon. QAnon, c'est le nom donné à un phénomène complotiste pro-Trump, apparu en octobre 2017. Ses adeptes estiment qu'un mystérieux haut fonctionnaire américain qui aurait accès à des informations classées secret défense les délivrerait régulièrement sous le pseudonyme de Q. Pour vous donner une idée, écoutez cet extrait du documentaire Tous complotistes de Martin Veil, dans lequel il s'entretient avec Léonard Sojli, fondateur et animateur principal du média complotiste Les Décodeurs. Avec un Q, à ne pas confondre avec les décodeurs du monde. La thèse structurante, c'est que le monde est dirigé par une élite, pédophile, sataniste, avec derrière entre autres les Clinton, Bill Gates. Vous y croyez, vous, à ça? Oui, bien sûr. Mais moi, je veux dire, le mouvement, il n'est pas né aux États-Unis. Le mouvement, il est né il y a plusieurs milliers d'années. Je dirais qu'il y a des gens tout là-haut qui sont tellement puissants, tellement influents, qui se sont complètement déconnectés de la réalité. Ils contrôlent la justice, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Il y a des gens dans cette élite qui pratiquent les rituels de sacrifice et tout ça, qui sont des choses qui ne sont pas nouvelles dans l'histoire, ça existe. Chacun commet le mal à sa manière, en fait. Les adeptes de QAnon pensent aussi que Trump travaillerait secrètement à démanteler les réseaux de trafic d'enfants, ainsi que l'État profond, qui, lui, agirait dans l'ombre contre le président américain. Donc il va direct sur le site de QAnon, et là, ça va pas. Il dit non, c'est trop perché pour lui, quoi. C'est un truc... c'est ce qu'il se dit. Mais je pense que peut-être 15 jours, 3 semaines plus tard, à peu près, oui, je pense que dès le mois de juillet, il y retourne. Et là, là, il se fait aspirer. Donc moi, je sais pas, au départ, il me parle jamais de QAnon. Il me parle jamais de tout ça. Et là, je pense que... Là, je l'ai perdu à ce moment-là, au mois de juillet 2020. On peut plus parler, quasiment. Trump revient souvent sur le tapis. Au mois de novembre, moi, je suis dans mon autre maison. On s'appelle à chaque fois, tout le temps, quoi. Et là, je sais plus pourquoi il me parle de réseau pédosataniste. Comme ça sort... Je dis, mais de quoi tu parles? Et là, je vois qu'il part dans une espèce de monologue. Je raccroche, et là, je dis, mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre au téléphone. Et là, je tape sur mon ordi, quoi. Je cherche, et je tombe sur QAnon. Là, je m'envoie là toute seule dans mon lit, comme si c'est comme une scène de cinéma où je m'imaginais la caméra, vous êtes dans votre lit, là, espèce de truc, vous tombez, quoi. Et là, je me dis, ah, mais je comprends tout.
Tout d'un coup, je comprends tout. Je me dis, mais il est sous emprise. Il est sous emprise sectaire. Et donc là, je cherche et je me sens un peu dépourvue parce que je trouve pas tant de choses que ça. Je suis pas habituée à chercher sur Internet comme ça. À ce moment-là, peu de ressources sont disponibles en ligne sur le sujet. Valérie dit ne trouver que des articles en anglais pour expliquer le phénomène QAnon, et pour cause, il se développe surtout aux États-Unis et n'arrive que progressivement en France. Et quand je suis rentrée, je l'ai pris frontalement. Je lui ai dit, voilà, ce à quoi tu crois, c'est l'extrême droite, tu vois. J'ai vu QAnon, tout ça, c'est vraiment l'extrême droite. Comment quelqu'un comme toi, un noir, tu peux valider tout ça, c'est pas possible. Ouvre les yeux, voilà. Et là, je le prends de face et c'est l'explosion. Donc, je comprends assez vite que ça va pas le faire, que je peux pas discuter avec lui. Et très, très vite, je mesure qu'il va falloir que je discute autrement. Tout ça, c'est en l'espace d'1 ou 2 mois, en fait. Et donc là, je me mets à bouquiner, à savoir comment parler. Je comprends le terme complotiste et j'essaie de tisser des liens et de voir, comme il me parlait pas de tout ça, en fait, de voir tout ce qu'il a engrangé, voilà. Et donc j'essaie dans mon émotion d'avoir accès à ces infos, donc de l'écouter, mais c'est super dur en fait de l'écouter sans avoir envie à chaque fois de. Et plus je l'écoute, plus je tire, et plus il me dit des trucs perchés, du genre il y a pas de soleil, il y a pas de planète, enfin des trucs de dingue. Et il y a des fois où vous vous dites mais je vais me réveiller, je me pince. Il m'envoie des trucs sur les chemtrails, sur des trucs, et là je cherche tout de suite, je débunk tout de suite, et donc le lendemain je reviens, je dis mais regarde, non, il y a ça. Et je vois que c'est pas possible, qu'à chaque fois, en fait, on part sur une engueulade. Donc je m'arrête. J'en parle à personne évidemment, parce que je sais pas comment en parler aux gens. Je suis gênée, j'ai honte en même temps, parce que ça me semble tellement ridicule, ça me semble tellement bête. J'en étais à un point où je me disais mais il y a que les cons qui tombent là-dedans, il est pas con, c'est pas possible. À la même époque, le mari de Valérie s'embarquent dans la mouvance des citoyens souverains. Vous savez, ceux qui ne paient pas leurs impôts et ne contractent pas. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Prévidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Dun & Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne rentre pas en contrat avec vous. Vous êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous. Il s'agit d'un mouvement né aux États-Unis dans les années 1970. Les citoyens souverains refusent toute autorité établie parce que pour eux, l'État est une entreprise privée à laquelle ils refusent de se soumettre. Ils rejettent l'État, le gouvernement ainsi que les tribunaux. De ce fait, ils ne respectent pas les lois, les règles en vigueur dans la société, ils ne paient pas leurs impôts et vont parfois jusqu'à refuser l'utilisation de leur nom de famille. Je suis ici-bas une femme, une âme souveraine dans ce corps, absolument libre, tant que je m'engage à respecter les lois supérieures de l'amour. Donc il est très, souverainiste. Ça aussi, j'ai eu droit pendant le Covid. Alors ça, par contre, c'est un truc, vous tapiez, où on ne trouvait rien à l'époque là-dessus. Hein. Donc il rêvait de se faire arrêter par les gendarmes, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et un jour, on s'est fait arrêter. Sauf que moi, j'avais mon papier, garde alternée et tout, et lui, il était super déçu parce que... Et là, je comprenais pas pourquoi il était super déçu. En fait, il voulait dire qu'il s'appelait de la famille, machin. Vous voyez, le truc comme la fameuse vidéo qu'on a vue là. C'était exactement ça. Donc, il m'expliquait, il m'a tout expliqué. À chaque fois, je ne comprenais rien de toutes ces... C'est hyper dur à comprendre. Mais lui, ça sort tout seul. Il connaît son truc par cœur. Il m'expliquait le truc américain, ceci, que l'État est une entreprise, et regarde, ils ont un numéro de sirène. Et en fait, vous faites quoi avec ça? Et oui, je vérifie tous ces trucs, et oui, ce qu'il me dit est vrai. Mais en fait, vous comprenez rien. C'est incompréhensible. Et puis arrive fin 2020, c'est l'élection. Et là, il est vraiment très excité. Il avait dit, je me souviens, il avait dit qu'il avait parié une bouteille de vin avec un de ses collègues, si Trump passait ou pas. Donc Trump passe pas. Mais très vite, la rhétorique se retourne. Et en fait, si, il est resté au pouvoir, mais il y a toujours une explication. Et puis, début janvier, un soir, il prend un bidon d'essence. Hein, et il me dit, je dis, mais tu vas où? Il me dit, je vais faire de l'essence, il va y avoir un blackout. Et je dis, un blackout? Il me dit, si, il va y avoir un blackout, faut se préparer. Et là, je suis là, waouh.
Donc il part chercher son bidon d'essence. Le lendemain, il veut faire un plein. Alors son plein, c'est 4 paquets de pâtes. On y retourne 2 fois, prendre 4 paquets de pâtes. En fait, c'est presque risible. Le 6 janvier arrive. Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de bélier. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, vit des instants inimaginables jusqu'à présent. Moi, je suis morte de trouille parce que je comprends déjà ce qui se passe au niveau du 6 janvier. Et quand je rentre du boulot, je ne sais pas comment en parler avec lui. Le 6 janvier 2021, c'est l'invasion du Capitole par des militants pro-Trump. Face à ces événements, le mari de Valérie est tendu. 2 jours plus tard, le réseau social Twitter, qui n'était pas encore aux mains d'Elon Musk à l'époque, a décidé de suspendre le compte de Donald Trump. Le réseau social, principal outil de communication du président américain sortant, évoque des risques de nouvelles incitations à la violence. Nous ne serons pas réduits au silence, a réagi le locataire de la Maison-Blanche à l'intention de ses partisans. Ce soir-là, je m'en souviens très bien. Donc il arrive et il est vraiment... Quand je dis énervé, c'est quelqu'un de calme, mais je vois qu'il est tendu. Je me souviens très peu de choses précises, mais ça, c'est des moments que j'ai vécu dans ma chair, donc je m'en souviens bien. On est assis sur le canapé, il me dit qu'il me parle de Twitter. Et là, je dis, mais je pense que c'est normal, quoi, parce que là, ça devient dangereux, tu te rends compte, là. Et là, il me regarde, il me dit, comment tu peux dire un truc pareil, tu me fais vomir, comme ça. Et là, je sais pas quoi dire, quoi. J'ai déjà la compréhension de ce qu'il est, mais là, il y a des moments où vous pouvez plus, quoi. Donc, là, je sais plus quoi faire. Et donc, j'ai tout ça à la fois et j'en parle à personne. J'arrive petit à petit à rediscuter avec lui, à l'écouter. Puis comme je me prends de passion pour le phénomène, en fait, du coup, j'ai un peu une double casquette. Et j'apprends vraiment à écouter. Mais j'avoue qu'il y a des fois où après, je vais pleurer. Parce que quand ça touche à l'extrême droite, je vois bien à quel point la passerelle avec l'antisémitisme, alors là, pour moi, c'est catastrophique. À quel point c'est proche. D'origine juive, Valérie est très sensible à ce sujet. Et nous confie avoir encore plus de mal avec cet aspect du complotisme, en particulier quand elle décèle ses arrière-pensées dans les mots de celui qui est encore son mari. Et puis arrive Pâques. Les vaccins donc arrivaient à ce moment-là. Donc lui, il est vraiment anti-vax au possible. On n'en parle pas trop non plus. Donc moi, ça m'intéressait de me faire vacciner, mais j'avais pas l'âge. Donc j'appelle un copain médecin qui me dit, écoute, personne ne vient de se faire vacciner, viens si tu veux. Donc j'y vais, je me fais vacciner, je dis rien. Mais j'ai l'impression de faire mon devoir un peu de citoyen, quoi, juste comme ça. Mais on n'avait pas de discussion tous les deux sur les vaccins. Il m'a jamais dit, ne te fais pas... Enfin, il n'avait pas besoin de me le dire, je connaissais son point de vue, mais il n'y a jamais eu d'ordre, en fait, ne te fais pas vacciner. Et au mois d'avril, un jour, il arrive dans notre deuxième maison, la maison où on va souvent le week-end. Et là, je suis en train de jardiner, et puis il y a une connaissance qui est morte, en fait, 40 ans. Il meurt du Covid. Et là, ça me touche. Et là, il s'énerve, il me dit, il avait qu'à pas se faire vacciner. Donc là, je le regarde, on est tous les deux agrippés, en train de jardiner. Et je lui fais, mais il s'est pas fait vacciner. Personne ici s'est fait vacciner. Et là, il part dans un truc, il s'énerve et il me dit, de toute façon, vous les enseignants, ça va être votre tour, ils vont vous obliger. Et là, ça sort tout seul. Je dis, mais moi, je suis déjà vaccinée. Et là, il y a un grand moment de silence. Il me regarde, il me fait, mais il est déstabilisé. Et il me dit, mais là, je sais, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Je sais pas ce que tu as. T'as la malaria, il me sort des noms, la malaria, le sida, enfin, tout ce que j'ai. Et le petit est pas loin. Donc, il entend toute la discussion. Et du coup, je lui fais, mais j'ai juste fait, là, je prends mes arguments, c'est quelque chose que j'ai fait toute seule, il n'y a pas de souci, tu veux pas te faire vacciner, il y a aucun. Voilà, c'est ma démarche personnelle. Et il continue dans un délire de, je sais pas ce qu'il y a dans ton corps. Et là, je lui dis, bah écoute, reste pas là. Eh ben non, je vais pas rester, je pars. Donc il part, et il rentre chez nous. Je fais une nouvelle de toute la soirée. Le lendemain, je le rappelle, et c'est un dimanche. Et je lui dis, alors, t'as réfléchi, ça va, tu digères? Il me fait, oui, j'ai tout repris dans tous les sens, et ça va plus être possible. Qu'est-ce qui va pas être possible? Je dis, bah, on peut plus. On peut plus. Et là, du coup, je lui fais presque les questions, quoi, parce qu'il sait pas le dire. Et c'est sur cette conversation que le couple se sépare. Et voilà, donc à partir de là, ce jour-là, on a été séparés. Mentalement, en fait, on va dire, parce que j'ai continué à vivre là-bas pendant 6 mois.
qu'en même temps, j'espérais comprendre ce qui se passe et le récupérer. Hein, parce que moi, j'avais l'impression que j'avais une victime en face de moi. Enfin, qu'on était tous victimes, en fait. Moi, j'étais victime. Là, j'avais quelqu'un que je perdais et qui se perdait dans un truc horrible. Et j'ai pas pu le récupérer, évidemment. Au bout de 6 mois, je suis partie parce que le logement était prêt, puis ça devenait terriblement difficile pour moi. J'ai eu l'impression d'abandonner quelqu'un. Et j'ai pris le parti de garder le contact, en fait. C'était plus fort que moi, je pouvais pas, Et du coup, comme je changeais ma manière d'approche, on a commencé à vraiment bien discuter. Du coup, j'arrivais vraiment, j'ai vraiment réussi à rentrer dans son truc, à le questionner en me disant que si je le questionne, je pose plein de questions, il va se rendre compte du ridicule de ses théories. Et puis non, en fait, ça allait de plus en plus loin. Et il est rentré vraiment à fond là dans l'ésotérisme, en fait. Il se reconstruit narcissiquement. Je crois qu'il était très heureux qu'on s'en aille. En même temps, il venait on l'invitait régulièrement à dîner. Il venait, il n'y a pas eu de souci. Et là, j'essayais de voir jusqu'où ça allait. Donc, il est devenu maître Reiki. Il a ouvert son cabinet. Donc, il fait des soins. Il est géobiologiste. Il est magnétiseur. Il est tout dans sa sauce à lui, en fait. Et il adore ça. Il est dans des dimensions incroyables. En fait, ça n'a pas de nom. Il est sans limite. Il est Dieu sur terre. Il a accès à tout. On a quelqu'un qui avait un ego abîmé, je pense, et qui s'est complètement reconstruit et qui... Heureusement que c'est quelqu'un qui est gentil, parce que je pense qu'il pourrait être vraiment dangereux. Il n'a pas le profil du gourou parce qu'il aime pas être trop proche des gens. Mais je vois qu'il commence à faire un peu de prosélyte, c'est-à-dire qu'avant, il faisait juste du soin. Et maintenant, il dit qu'il peut pas soigner les gens si les gens ne s'éveillent pas. Donc, du coup, là, il commence à... Voilà. Donc là, il y a un peu de prosélytistes qui arrivent. Et sur ce côté où on nous ment... Et puis, il est devenu un adepte de la Terre plate. Donc là, c'est son grand dada, c'est la Terre plate et le récentisme. Et il s'en cache pas. Hein. La mal nommée théorie de la Terre plate, aussi appelée platisme, consiste à ne pas croire les preuves scientifiques qui démontrent que la Terre est ronde. Elle est fondée sur la croyance en un vaste complot mondial impliquant tous les gouvernements et toutes les agences spatiales du monde. Voici un extrait de Légende dans lequel Guillaume Pley échange avec Néo Salva, un créationniste proche des milieux intégristes et complotistes, mais aussi adepte de la Terre plate. Pourquoi tu as ramené tu as dit, tiens, je voudrais qu'on parle du drapeau des Nations Unies. Alors, je vous ai montré tout à l'heure la carte ancienne de la Terre plate, ou de la Terre. Voilà, elle est plate, on dit qu'elle est plate. Il y a des reliefs quand même, il y a des montagnes, il y a des choses comme ça, voilà. Eh bien, cette ancienne carte, figurez-vous que les Nations Unies ont choisi cette carte-là comme emblème. C'est la même. Ben, c'est la Terre. Oui, c'est la Terre, mais c'est le même dessin que sur la Terre que je vous ai montré tout à l'heure. Ça a été super dur, ça a été tellement violent qu'au début j'avais tellement maigri. C'était affolant. J'ai eu l'impression d'un tsunami. Et en même temps, la force qui me tenait, c'est que je voulais tellement pas le perdre. Donc à ce moment-là, la question se posait pas. C'était comment garder le lien, avec cet espoir aussi de le récupérer. Hein. Et puis après, j'ai bien vu que non, c'était pas possible. Si un jour il sort de là, ou si un jour il pourra m'en parler, parce que je sais, je connais tout pratiquement. Peut-être que je pourrais être la personne qui, à un moment donné, s'il sort de là, le jugera pas, voilà, ou pas. Après, c'est un prix à payer pour moi, mais je peux pas. Peut-être que le jour je vais le lâcher, mais parce que quand je me rendrai compte, ça m'empêche de passer à autre chose. Mais le sujet est passionnant parce qu'il est d'actualité, et à travers lui, je lis l'actualité en fait, et je me dis combien des comme lui, je pense qu'il y en a des millions. Il y en a des millions. Et donc, ça fait très, très peur. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment très, très peur parce que je me suis, donc, du coup, par son intermédiaire, passionnée de politique américaine. Par l'intermédiaire de mon mari, je me retrouvais pris dans un truc qui dépasse notre sphère familiale, quoi, qui est, à un moment donné, une dynamique de société en cours, comme si j'appartenais à un truc en cours et qu'il fallait que je le décode. C'est bizarre comme impression. On a toujours l'impression de comprendre la société après, avec un regard. Et là, je comprenais un truc simultanément. Et en fait, on se dit, mais si c'est en cours, on peut le défaire, mais je vois pas comment, en fait, je le démonte pas parce qu'à un moment donné, je pense que malgré tout ce que j'ai acquis comme argument, à partir du moment où tout est mensonge, vous avez plus d'arguments valables.
et qu'on s'engueulerait et que je le perds et que je veux pas le perdre. J'attends qu'il y ait des graines en fait qui se sèment toutes seules. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà... Il y a tellement de contradictions entre ce qui dit et ce qui se passe dans la réalité. Je suis partagée entre ce côté tiens bah tu vas voir là, tu vas en prendre plein la gueule parce que rien ne va arriver, et en même temps ça m'attriste parce que je pense qu'il est psychologiquement pas capable de recevoir tout ça. Et que je me demande même si c'est pas quelqu'un qui se suiciderait en fait s'il sortait de ça, voir le mal qu'il a fait. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci encore à Valérie pour son témoignage. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Perrine Bontemps, préparé avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode un peu spécial. Vous avez entendu des extraits des interventions d'Emmanuel Macron en mars 2020, du documentaire Tous complotistes de Martin Veil, de 2 vidéos de citoyens souverains postées sur les réseaux sociaux, d'une archive de l'INA, d'un JT d'Euronews et de l'émission Légende de Guillaume Play.